Bonjour, je suis Frédéric Srour, je suis kinésithérapeute et je vais vous parler de la rééducation de l'épaule instable traumatique chez le joueur de rugby. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'épaule, c'est quand même avant tout une articulation qui est stable. Et chez le joueur de rugby, c'est une articulation qui va être soumise à de nombreuses contraintes, notamment lors des tacles, lors des saisies, lors de situations avec des bras en l'air ou lors de réceptions sur les bras. Et c'est parce que le rugbyman subit toutes ces situations à risque, eh bien que 50 à 65% des traumatismes des membres supérieurs vont concerner l'épaule chez le joueur de rugby, qu'il s'agisse de la gléno-humérale ou de l'acromioclaviculaire. Dans 50 à 85% des cas, ça va se passer lors de tacles. Et puis, on sait que le risque est plus élevé chez les hommes, chez les joueurs de haut niveau et chez les joueurs arrière plutôt que chez les joueurs avant. Alors, parfois, effectivement, eh bien, l'épaule, lors d'une situation extrême, va rencontrer un problème lors d'une réception, lors d'un tacle, lors d'une saisie d'un bras, lors d'un contré. Et le rugbyman peut très bien, pendant un match, se luxer l'épaule. Pendant les matchs que les traumatismes sont les plus fréquents, bien plus que pendant les entraînements. Alors, on connaît bien les mécanismes de traumatisme de l'épaule, mais on a quand même pas retrouvé aujourd'hui de véritables facteurs prédictifs de la luxation chez les sportifs, ni au rugby, ni même dans d'autres sports chez les sportifs du lancer. On a quelques pistes, mais on n'est pas vraiment sûr, notamment par rapport à l'hyperlaxité des bras par exemple. Alors, après une luxation antérieure, vous le savez, ça a été dit, l'articulation est déformée, on a une impotence fonctionnelle qui est majeure, une douleur importante. Le diagnostic est essentiellement clinique dans la luxation antérieure. Et donc, le joueur de rugby, normalement, lorsqu'il y a ce genre de traumatisme, parce qu'il peut y avoir un étirement nerveux, parce qu'il peut y avoir des fractures, eh bien, il va y avoir une nécessité de réaliser des examens d'imagerie et ne pas forcément réduire effectivement l'épaule sur le terrain. Alors, après avoir réduit l'épaule, parce qu'un sportif qui a l'épaule luxée, là, comme ce boxeur, hein, c'est pas du rugby, mais il veut absolument qu'on lui réduise son épaule. Et vous voyez que comme ce boxeur-là, bah, il s'est luxé l'épaule dans un mécanisme qui n'est pas avec un choc, bon, on peut très bien se permettre effectivement de réduire la luxation, ce qu'on ne fera pas chez un sportif qui est tombé au sol au rugby. Donc après la première luxation, l'objectif c'est peut-être de diminuer le risque de récidive et pour cela il est souvent préconisé d'immobiliser le bras en position de rotation interne ou en position de rotation externe et de faire de la rééducation. Il faut savoir qu'aucun de ces éléments-là ne va diminuer le risque de récidive de la luxation. Ce sont des traitements qui vont être symptomatiques pour diminuer la douleur, pour éviter l'installation des raideurs. Alors, on sait quels sont les facteurs qui prédisposent au risque de récidive après une première luxation. C'est le fait d'être un homme, c'est le fait d'être plutôt jeune, d'avoir moins de 40 ans, c'est le fait que la luxation a été associée à une fracture, et c'est le fait d'avoir une hyperlaxité. L'hyperlaxité de l'épaule, vous connaissez les signes, le sulcus test, la rotation externe supérieure à 85 degrés coup de corps, et puis les signes de tiroir, comme certaines personnes en ont, et qui signent des hyperlaxités sans pour autant que ce soit des signes d'instabilité de l'épaule. Les lésions après une première luxation vont augmenter également le risque de récidive, ça a été dit précédemment, l'encoche de Malgaigne, les ligaments capsulo-labrales, les lésions glénoïdiennes qui augmentent grandement le risque de récidive de l'épaule. Alors, on sait que chaque année de moins lors du premier épisode de luxation, c'est-à-dire se luxer l'épaule à 19 ans plutôt qu'à 20 ans, à 18 ans plutôt qu'à 19 ans, eh bien, ça augmente le risque de récidive à chaque fois de 4,1% et le risque de chirurgie de 2,8%. Alors, l'instabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est une combinaison entre des lésions ligamentaires, des lésions osseuses, une hyperlaxité et l'âge et l'activité de la personne. Voilà où se situe l'instabilité. On peut dire aujourd'hui, au vu des différentes publications, qu'on doit quand même ajouter des facteurs psychosociaux à l'ensemble de ces éléments-là qui sont structurels. Alors, ce que l'on sait également, et puisqu'on est face à des rugbyman qui ont une forte carrure, une forte masse musculaire, c'est que la masse musculaire ne garantit pas la stabilité. On l'a vu avec un sportif de haut niveau tel que Teddy Riner, qui a dû se faire opérer malgré la masse musculaire autour de son épaule. L'instabilité s'installe quand même et est quand même handicapante malgré l'importance de la masse musculaire. Donc après la luxation ou la chirurgie de l'instabilité,
le sportif présente des douleurs, des limitations des mobilités, voire une raideur, des diminutions de la force et diminution de la force musculaire, pardon, un défaut proprioceptif et une appréhension. Et face à cela, eh bien, les objectifs de la rééducation, ça va être de redonner de l'indolence, de récupérer des amplitudes physiologiques, de récupérer des propriétés musculaires, un contrôle neuromoteur efficace et de la confiance dans son épaule. Alors, les grands principes sont les suivants: restaurer la fonction musculaire, restaurer les amplitudes articulaires physiologiques et augmenter progressivement les contraintes sur l'épaule. Le terme progressif est important et il me donne la possibilité de vous donner cette petite infographie que j'avais faite sur la règle des 3 P. La rééducation, elle doit être précautionneuse au départ parce qu'il y a quand même une cicatrisation après une chirurgie qui doit être réalisée. Elle doit être progressive tout le temps, tout au long de la rééducation. Et il ne faut pas oublier qu'elle doit être puissante à la fin. Et pendant ce temps-là, ben, le patient, il faudra qu'il fasse preuve de patience parce qu'il ne pourra pas retourner au sport tout de suite, de persévérance parce que ça va être difficile et d'un esprit positif. Alors on protège la réparation, on évite la rotation latérale de plus de 30 degrés et en passif et en actif pendant les 3 à 6 premières semaines. Donc on réalise des automobilisations, mais on mobilise quand même rapidement pour éviter la raideur post-opératoire ou la raideur post-traumatique, même s'il n'y a pas eu de chirurgie. Ça n'est pas parce que le patient a, comment dire, s'est fait opérer d'une épaule qu'on doit oublier le reste de son corps. Et c'est le meilleur moyen de diminuer les aptitudes physiques d'un sportif que d'oublier que ce dernier doit continuer à utiliser ses membres inférieurs, continuer l'autre bras, à utiliser l'autre bras, et on doit mettre en œuvre ce genre de rééducation tout au long de la première phase où le bras ne peut pas être trop mobilisé. Ici, un patient qui a été opéré bien évidemment d'une épaule gauche et qui est à 3 semaines de son intervention, mais qui soulève quand même un kettlebell de 4 kg avec le bras droit et réalise des fentes. Alors très tôt, on va essayer de solliciter la proprioception de l'épaule également, parce qu'on sait qu'il y a un déficit qui est très important dans l'instabilité. La récupération après chirurgie est à 50% seulement à 6 mois et à 100% à 1 an. Donc très tôt, il va falloir qu'on récupère cette proprioception et on peut débuter tôt dans des positions qui sont sans charge, les yeux fermés, avec des positions qui vont être fonctionnelles pour le sportif, les bras bien sûr plus ou moins écartés en fonction des délais de cicatrisation post-opératoire ou après un traumatisme non opéré en fonction des capacités de la personne, où là le sportif, on lui demande de tenir une position, on lui demande de mettre son bras dans une position qu'il connaît parce que c'est un mouvement de sport. On va être progressif. Ici, vous avez des chaînes de Kabat qui sont décrites même dans une situation de phase précoce. On va mettre des résistances progressivement. Ici, chez un sportif, vous voyez qu'on sollicite le gainage, les membres inférieurs, les membres supérieurs. On va jouer sur des amplitudes, on va jouer sur la force et la contrainte, sur la vitesse et sur l'endurance. On va modifier progressivement un facteur à la fois et puis plusieurs facteurs en même temps au fur et à mesure que la rééducation va se dérouler. C'est ça la progressivité de la rééducation. Alors on va commencer avec des exercices tout simples, des membres supérieurs dès qu'on aura l'autorisation suite à la cicatrisation, des élastiques, des répétitions progressives et douces. Ce sont des mouvements très doux bien évidemment et vous le voyez qu'ils sont réalisés de façon lente parce que pour le moment c'est la lenteur qui est privilégiée dans les mouvements. On sollicite les muscles scapulaires, c'est très important. On n'oublie pas les muscles scapulaires, les muscles dentelés, les muscles trapèzes, les muscles rhomboïdes. Et puis on rééduque aussi en position fonctionnelle. Ici, un sportif qui se met en position bien, de plaquage il place ses bras en position de plaquage et on va solliciter ses bras lorsque l'on pourra mettre de la contrainte à 2 mois sur ses bras avec quelques résistances. On n'oublie pas la chaîne fermée. Le rugby est un sport où la chaîne fermée est extrêmement importante puisqu'il va y avoir des réceptions sur les bras et donc on va solliciter dès que possible l'appui sur les bras, l'appui sur le membre supérieur qui a été traumatisé parce qu'on sait qu'une bonne stabilité du tronc est également essentielle pour assurer une bonne stabilité de l'épaule. On a aujourd'hui des données qui nous amènent à comprendre que la stabilité au niveau de l'abdomen, au niveau des abdominaux, au niveau du bassin, au niveau de la ceinture scapulaire évidemment, au niveau du corps, CORE, eh bien garantit également une stabilité au niveau de l'épaule et qu'il va falloir prendre en compte ces éléments-là lorsqu'on va rééduquer nos patients.
On doit solliciter des chaînes cinétiques parce que le sportif va utiliser ces chaînes cinétiques, donc des chaînes cinétiques de triple extension par exemple, comme on voit à droite. Et puis on va préparer progressivement le retour au sport. Alors comment est-ce qu'on prépare le retour au sport lorsqu'on a un sport qui va solliciter le bras dans des positions extrêmes, quel que soit le sport d'ailleurs? Eh bien il faut préparer l'épaule aux pires situations. Eh bien lorsqu'on réalise un sport tel que le rugby, si la rééducation consiste tout simplement à faire des automobilisations et un peu de rééducation contre résistance élastique, ben on va voir un sportif qui va pouvoir boire une bière tranquillement. Si le sportif doit souffrir sur le terrain, alors il faudra souffrir pendant la rééducation et donc il va falloir faire des exercices qui vont être de plus en plus difficiles, qui vont gainer, qui vont solliciter la stabilité de l'épaule en chaîne ouverte, en chaîne fermée et qui vont bien évidemment reproduire progressivement des situations de stress pour l'épaule. Ici, c'est un rugbyman qui va, voilà, tout simplement reproduire des situations de réception sur les bras parce qu'on a besoin de solliciter ces situations-là. On va également nous-mêmes solliciter le bras dans des positions de stress. On place le bras du patient dans une position de tacle par exemple et on va venir solliciter le bras en réalisant des poussées postérieures, l'équivalent d'un tacle. Hein, on va le faire en statique et puis on va le faire très vite en dynamique. On va utiliser également des poussées sur le rachis cervical, sur l'épaule, avec le bras en position instable. On va demander au sportif de solliciter son bras sur des réceptions, sur des positions instables. Tout ceci doit être parfaitement maîtrisé, bien évidemment, avant la reprise du sport. On peut également proposer de la rééducation, de la musculation avec des haltères, avec des structures de déséquilibre. L'intérêt du BFR, hein, c'est le Blow Flow Restriction. Blood Flow Restriction, c'est une technique où on va réaliser une sorte de garrot sur le bras. Ça a montré son intérêt pour provoquer de l'hypertrophie musculaire. Ça peut être intéressant chez les sportifs après un traumatisme, après une chirurgie pour retrouver la trophicité musculaire. On rééduque également la vitesse. C'est indispensable. Les sportifs vont solliciter leurs bras dans des situations de rapidité. Donc la rééducation lente, c'est bien au début, mais à un moment donné, il faut aller vite. Et puis on rééduque la fonction avec des ballons lestés, avec des ballons qui vont être de plus en plus lourds, où effectivement on va solliciter le tronc, les obliques, les cuisses, pour reproduire eh bien, tout simplement des gestes que le sportif va pouvoir réaliser sur le terrain. Alors, on a des tests avant la reprise du sport, qui sont des tests de stabilité, qui sont issus plutôt du handball, le close kinetic chain, qui consiste à réaliser, voilà, comme ceci, des tapes sur les bras le plus rapidement possible pendant 15 secondes à 3 fois d'affilée avec 45 secondes de repos. Et on doit avoir des tapes qui sont au-dessus de 25 avant de reprendre le sport. Bien sûr, ceci n'est pas suffisant comme indicateur. D'autres tests comme le Upper Limb Rotation Test ont été proposés, mais ils ne sont pas suffisants non plus, de même que le Upper Quarter Y Balance Test, qui n'est pas suffisant, ou les tests de lancer de ballon le plus loin possible. Quel score utiliser? Eh bien, on a des scores de Vosy, le score de Walsh et Duplay qui ont été proposés, le Row Score également, mais ce qu'on peut imaginer, c'est de prendre conscience que la rééducation doit suivre trois étapes essentielles. Une étape autour des symptômes du patient, de tests spécifiques, une étape autour du type de sport qu'il va réaliser, de la position, de l'endroit où il se situe sur le terrain, est-ce qu'il est arrière, est-ce qu'il est avant, de sa fonction, des éléments psychologiques, et puis de sa pression, est-ce qu'il a une pression, est-ce qu'il a comment dire, des conflits d'intérêts, est-ce qu'il a la peur de retourner au sport, et à quel timing de la saison il va reprendre son sport. Donc on a des éléments qui sont physiques, la force musculaire, la douleur, les mouvements, les mouvements d'épaule et les amplitudes. On a des facteurs qui sont sociaux, contextuels, autour de l'histoire du sportif, de sa satisfaction à retourner au sport, et des éléments également psychologiques, si le sportif a peur, n'est pas confiant, a peur de retourner au sport parce qu'il a l'impression que son épaule n'est pas sûre. Et pour cela, on a des échelles, hein, qui ont été proposées. L'échelle CIRCI, par exemple, qui est une échelle psychologique qui vise à savoir, elle est en français, est-ce que le sportif a peur de se blesser à nouveau? Est-ce qu'il est inquiet à l'idée de reprendre le sport? Est-ce qu'il est frustré de devoir tenir compte de son épaule pendant sa pratique sportive? Est-ce qu'il a peur de se reblesser, etc., etc.
Et après avoir passé toutes ces étapes-là, eh bien, on peut dire probablement, lorsque le sportif a réalisé des tests fonctionnels, des tests de puissance, on peut dire qu'il peut relativement retourner au sport. Alors, on a cette notion d'appréhension qui est là spécifiquement dans une épaule instable. On sait que cette appréhension est présente au niveau cérébral. La tâche au niveau cérébral a été objectivée par des IRM fonctionnels. Et on voit ici un sportif qui a bénéficié d'une butée, vous voyez, et qui a très peur que je lui lâche une balle lestée alors qu'il est à 6 mois de sa rééducation. Il tremble avec sa main et il ne veut pas se mettre en position RE2, en position de rotation extrême. Et c'est lorsqu'il perçoit, vous voyez, que son bras peut tenir, et bien que sa main ne tremble plus. Vous voyez ici, il ne tremble plus parce qu'il a eu l'expérience de cette sensation-là. Voilà ce que le sportif doit subir avant de retourner sur le terrain, parce que cette balle de 3 kilos, eh ben, c'est rien comparativement à un tacle et un rugbyman de 90 kilos qui va foncer sur son bras et que lui devra arrêter. Alors, le take-home message, il est simple. La kinésithérapie après luxation de la glène ne permet pas de diminuer le risque de récidive. Après une chirurgie stabilisatrice, le sportif doit retrouver ses capacités sportives antérieures au traumatisme. Et pour cela, il faut protéger la chirurgie les 6 premières semaines, récupérer des amplitudes physiologiques pour la pratique du sport autant que possible et restaurer une fonction musculaire très puissante jusqu'à 4 à 6 mois post-opératoire et restaurer un bon contrôle neuromoteur qui est efficace pour redonner confiance aux sportifs. Je vous remercie.